Bon, nous allons reprendre avec une présentation par Madame Tsanka Tsanova. Tsanka Tsanova est bulgare, comme son nom l'indique, et elle a vraiment joué un rôle central dans le projet de Bachokiro. Elle a travaillé longuement et minutieusement sur le terrain dans ce site. Qu'elle va vous présenter. Et alors c'est une lithicienne, elle est plutôt intéressée par donc les assemblages de pierres taillées. Elle va vous parler de ce que représente ce paléolithique supérieur initial que l'on associe au premier peuplement moderne en Europe orientale et en Europe centrale. Mais d'une façon générale, je pense qu'elle va vous parler de du travail à Bachokiro. Merci Tsanka. Merci Jean-Jacques pour cette présentation. Voilà, je travaille sur la période de la transition paléolithique moyen pour le paléolithique supérieur, et précisément entre les Néandertaliens et les hommes modernes. Aujourd'hui, je vais vous présenter le modèle de dispersion des premiers Homo sapiens en Europe, leur technologie lithique, leur chronologie à partir des données chronoculturelles et génétiques. Je mettrai un accent particulier sur les fouilles récentes de Bachokiro, de la grotte de Bachokiro en Bulgarie, que j'ai dirigée en collaboration avec le professeur Hublin et deux autres collègues. En bas de la diapositive, vous voyez les collègues qui ont participé au dernier colloque sur l'origine du paléolithique supérieur initial, Adrianovo, en Bulgarie, à côté de la grotte de Bachokiro. Et ici, nous sommes devant l'entrée de la grotte. Voici, avant de vous présenter l'état de la recherche sur le peuplement de l'Europe par l'homme moderne et les avancées archéologiques, je commence par le modèle suggéré par les données, les résultats que nous avons actuellement. Je commence donc par la fin de ma présentation pour mieux comprendre. Les données actuelles suggèrent qu'il y a eu deux vagues majeures de dispersion. Première vague, celle de l'Homo sapiens, qui est associée au technocomplexe Inishew-Upper Paléolithique. Il y a environ 47-46 000 ans, c'est à partir de ces dates-là, et supposé venir du Levant, comme on l'avait vu dans les présentations avant. Cette vague fantôme de population qui est arrivée alors que les Néandertaliens vivaient encore ne laisse aucune descendance génétique en Europe. Sa signature se retrouve aujourd'hui chez les populations d'Asie orientale et d'Amérique. Les sites rattachés à cette culture, que l'on appelle le paléolithique supérieur initial, je vais abrévier IUP, jalonnent sa route vers l'Asie. La deuxième vague, c'est le Early Upper Paléolithique associé au Proto-Orination, Kouzernikien, voilà, il y a Fumanien, il y a d'autres unités culturelles qui font une technologie similaire des nucléus prismatiques et ils produisent des petites lamelles. C'est comme des lames, mais c'est un peu petit. C'est des lamelles, ils sont utilisés autrement pour techniques de chasse, etc. Donc, les généticiens constatent que cette deuxième vague complètement remplace le IUP en Europe. Donc, c'est une deuxième vague de l'homme moderne. Chacune de ces vagues possède une technologie différente, ce que nous, les archéologues, on appelle un technocomplexe. Nous étudions les outils, les collections lithiques à travers l'analyse des systèmes techniques et des chaînes opératoires. Ainsi, la première vague produit des lames, tandis que la seconde produit des lamelles, des pièces plus petites, comme je dis, issues de techniques et des concepts différents. Ce qu'on appelle les industries de transition. Ce terme de transition apparaît au Levant dans les années 50 pour décrire des industries qui intégraient des outils paléolithiques moyens, technologie Levallois, liés aussi en Europe aux Néandertaliens,
et des innovations du paléolithique supérieur liées à Homo sapiens, l'âme et des outils sur l'âme. Lémurienne est le premier exemple. Lémurienne, datée à 50 000 ans, dans les années 80, sur le site du Boker Taktit, on a commencé à parler de IUP que l'on considère comme le vrai paléolithique supérieur. En Europe du Sud-Est, nous avons le Bachukirien, voici, qui se caractérise par aussi une production de lame. En République tchèque et en Ukraine, c'est le Bohunissien, voilà. Puis le Lycombien, Ranissien, Yermanovicien, qu'on abrévie LRG, qu'on a longtemps cru fabriqué par les Néandertals à cause de ces belles pièces bifaciales. Et enfin, nous avons de cette période-là le Sélétien d'Hongrie, Europe centrale, qui aussi il se caractérise par des pièces bifaciales et par un débitage discoïde qui est très différent. C'est un autre système technique qui produit des éclats et qui est différent de ces nucléus prismatiques pour obtenir des lames. Entre 50 et 40 000 ans, l'on voit une véritable accélération. On passe de la culture moustérienne des Néandertaliens en Europe, technologie d'éclat, à l'IUP, technologie des lames, puis au paléolithique supérieur ancien des lamelles. C'est le proto-aurignacien. Pour simplifier, ici j'ai créé ce schéma, voilà, le late middle paléolithique, Émérien IUP et IUP, voilà. Donc pour simplifier, Bachukirien, Bohunissien, LRG et Émérien partagent le débitage laminaire. Le Sélétien, lui, repose sur un autre système technique, débitage discoïde et pièces bifaciales. Un bref historique des débats. Pendant longtemps, des années 60 aux années 2000, on pensait que ces industries de transition résultaient d'une acculturation. Les Néandertaliens auraient imité les nouveaux arrivants Homo sapiens. Le Bachukirien, par exemple, était considéré comme un pré-aurignacien en route de formation. Vous allez voir, cette industrie, c'est tout petit, comme des petites lamelles, c'est très fragmenté, et donc on pensait, ben voilà, c'est des petites lamelles, ils commencent à se transformer en aurignaciens, c'est en route de formation. À partir des années 2000, les progrès de la datation carbone 14 et la découverte des restes humains ont changé la donne. En plus, depuis 2015, l'ADN ancien des fossiles de Bachukiro et Ranis en Allemagne a apporté la preuve définitive. Le Bachukirien et le LRG étaient bien fabriqués par l'homme moderne. Un bilan techno-chronologique des industries de transition, je les ai placées comme ça géographiquement sud-est de l'Europe et puis Europe centrale et Europe un peu de l'ouest, nord-ouest. Toutes les industries de transition se placent chronologiquement en Europe entre 48 et 40 000 ans, ou après les Mériens de Levante et avant l'Aurignacien en Europe. Elles sont contemporaines. Le Bachukirien, le Bohunissien et l'LRG partagent une technologie laminaire qui produit des lames robustes et rectilignes. Plusieurs hypothèses circulent. Le LRG pourrait devenir du Bohunissien. Le Sélétien pourrait être le résultat d'un mélange entre les Néandertaliens et l'homme moderne. Ou alors, toutes ces industries ne seraient que des adaptations différentes des premiers Homo sapiens à des environnements variés. Seul le Sélétien reste non attribué. Et voici un peu un cadre climatique et chronologique, aussi génétique.
Ces dernières années, on a regroupé une vingtaine d'industries eurasiennes datées entre 50 et 40 000 sous le nom paléolithique supérieur initial. Ce qui les unit, c'est la technologie laminaire sur nucléus prismatique, tout en gardant certains gestes levallois. Nous sommes dans le stade isotopique 3, deuxième moitié, un monde instable. Deux événements majeurs climatiques marquent cette période. C'est le Heinrich V, il a environ 47 000 ans, et c'est le Heinrich IV. Cet événement Heinrich IV, à 40 000 ans, il est accompagné aussi par des éruptions campaniennes du sud d'Italie, les champs filigrènes, qui a quasiment causé le dépeuplement d'Europe. C'est dans ce contexte-là que les premiers Homo sapiens se dispersent, depuis le Levant et Anatolie vers l'Europe, mais aussi vers les monts de Zagros en Iran. L'ADN ancien nous montre que les groupes Ayupi ne sont pas restés en Europe. Ils ont poursuivi vers l'Asie où ils se sont mélangés à d'autres populations. Voilà, à droite, c'est de l'arbre parcimonie et on voit en rouge, c'est les individus du Bachukiro qui se placent toujours en bas des haplotypes M, N, R, et puis on a aussi daté on a aussi fait l'analyse ADN sur deux individus aurignaciens qui étaient non connectés aux individus Bachukiro, mais qui sont connectés aux Gravétiens et des autres industries paléolithiques supérieures en Europe. Et maintenant, on va à Bachukiro. Une site charnière pour le IUP, car pourquoi c'est une site charnière? Parce qu'on retrouve dans le même niveau, bien préservé, des fossiles humains, des outils en pierre, de la faune, des outils en os, des parures, de l'ADN ancien, et tout cela ensemble est très rare. Géographiquement, les Balkans orientaux sont un carrefour entre l'Anatolie, le Proche-Orient et l'Europe. C'est le point de départ du corridor danubien, la voie de dispersion majeure, non seulement dans le paléolithique, mais après aussi dans l'agriculture, la dispersion des premières agricultures et le néolithique. La grotte donc, de Bachukiro se trouve au nord du pays, comme Jean-Jacques a dit, 80 km de Danube et 200 au nord et 200 km à l'est, c'est la mer Noire. Donc, elle est située, la grotte, sur la petite rivière d'Andaka. Ici, en bas, on voit une grande grotte qui s'appelle Andaka. Et ici, en haut, c'est la grotte de Bachukiro. Donc, ils font partie du même réseau karstique qui est large de plus de 3,5 km, situé sur 4 niveaux. C'est une grotte très intéressante. Il y a aussi dedans des traces d'ours de l'époque où le Homo sapiens habitait dans la grotte. Et je vous invite bien à visiter cette grotte, car c'est la première grotte après les fouilles de Dorothy Garrott, qui vient sur le diapositive suivant. C'est la première grotte qui a été électrifiée et adaptée aux touristes. Et aussi, c'est la première grotte qui est fouillée. C'est les premières fouilles, des plus grandes fouilles paléolithiques qu'on a eues dans les années 30 en Bulgarie. Donc, voilà, Dorothy Garrott, bien connue, la première professeure d'archéologie. Donc, elle vient dans les années 38 d'Anatolie, où elle faisait des prospections. Et elle était, dans cette époque-là, sur l'origine de l'Aurignaciens. Donc, elle pensait qu'elle va trouver l'origine de l'Aurignaciens à la grotte de Bachukiro.
Donc elle a commencé les fouilles avec Raphaël Popov, un premier paléontologue bulgare. Garot arrivait donc de Turquie. Elle a trouvé du moustérien à la base qu'elle a bien identifié, mais aussi les niveaux supérieurs qu'elle a constatés, c'était du paléolithique supérieur indéterminé. Elle n'avait jamais vu ça à la base d'une séquence paléolithique supérieure, de voir des grandes lames comme ça et pas de l'Aurignacien. Dans cette quête, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est cette technologie? Elle a envoyé des pièces du Bachukiro, des lames, ici, au Collège de France, à Bebreuil, pour les consulter, pour donner un avis. Malheureusement, toute cette collection, c'était une grande collection, elle a fouillé de sondages comme ça, jusqu'en bas de la grotte. Et donc, toute la collection des milliers d'objets sont partis de la Bulgarie. Ils ont été exportés en Angleterre. Et puis, c'était à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être la collection, elle a été importée aux États-Unis. Donc, on n'a aucun indice où elle pouvait se trouver. Et je vous prie, si quelqu'un qui travaille dans les musées, et si vous avez des indications, de nous contacter. Puis après Dorothy Garot, on va former les premiers paléolithiciens bulgares à Cracovie. Donc, ils ont fait une collaboration avec professeur Janusz Kozlowski et Ginter dans les années 70. Équipe bulgaro-polonaise a repris la fouille. Ils ont clairement stratifié et défini le Bachukirien entre le moustérien à la base et l'Aurignacien. Donc c'était une fouille de 50 mètres carrés, vous voyez. Le niveau foncé, c'est le Bachukirien, très dense en vestiges lithiques, plus de 20 000 objets lithiques, puis des milliers des ossements. Et cette couche appelée 11A, c'est le début de ce Bachukirien, mais avec très peu de vestiges, donc une occupation très faible. Et la couche, cette période-là, elle était appelée 11. Aujourd'hui, on l'appelle I et J. Donc voilà les interprétations variées. Non-urination dans les années 2000, après pre-urination lié à l'homme moderne, et puis dans les années 2003, 2008, on a dit ce sont des industries transitionnelles car il y a des éléments levallois aussi, des petits éclats levallois, et on se disait c'est une industrie qui est intègre, c'est pas des mélanges, mais elle possède, voilà, c'est une signature levallois, on peut dire. Et puis il y a 10 ans, on a attaché cette culture comme un variant de Initial Upper Paléolithique. Et voilà, maintenant on va dans la grotte. Notre fouille, depuis 2015, on a fait cette coopération avec le département d'évolution humaine dirigé par Jean-Jacques Hublin et l'Institut d'archéologie de Sofia. Nous avons ouvert 2 nouveaux secteurs pour une surface totale de 10 mètres carrés dans la niche. Donc on a ouvert la niche, c'est l'excavation Kozlowski. Et le secteur principal, bon, il n'était pas trop principal parce qu'il n'y a pas beaucoup de données ici. On est très proche de la paroi de la grotte, donc c'est très faible en vestige. Le paléolithique moyen ici, il n'est pas accumulé. Ici, ce qu'on voit, c'est le Bachukirien, le graveleux, les sédiments graveleux. Voilà. Et dans la niche, voilà, la couche qu'on suit, elle est partout la même. Ici, c'est un peu plus mince que dans la fouille ancienne. À la base, on a la couche K, c'est du moustérien, et puis la couche J et I. Donc, qu'est-ce que c'est intéressant que dans la couche K,
c'est de l'Évoluant moustérien, de moustérien. On a trouvé de l'ADN du Néandertal mélangé avec d'autres herbivores qui étaient chassés par le Néandertal. Et puis ici, il faut dire, on a 3000 ans de gap chronologique et on travaille sur ça. Okay. Voilà. Voici la couche I, le niveau. Vous voyez, c'est plein de petits, c'est plein de carbone de bois, des os longs et très peu de silex. Le silex, en comparant des os, c'est très petit, c'est très peu. Et puis, vous voyez la couche J, où les Homo sapiens sont la première fois installés. Aussi, la répartition verticale des vestiges. Nous, on utilise une méthode de fouille très précise. Avec Željko Režek, on travaille les deux sur le terrain et sur les méthodes de fouille. Donc, à la base, vous voyez le moustérien et puis la couche J. Donc, comment on interprète ça? Que c'était une faible occupation, il n'y avait pas beaucoup de gens, mais après, c'est le même lithique. Et voilà, ça se intensifie. Donc, l'analyse des matières premières révèle deux sources principales de silex utilisées. Dans le Lodogorje, on est dans le nord-est de la Bulgarie, la même source de silex qui était utilisée dans le nécropole de Varna, les grands lames en silex. Donc, silex bien connu, est situé à environ de 200 km de la grotte, et un silex de Nicopole sur le Danube à environ 100 km. Donc, l'histogramme ici nous montre que ces deux types de silex principaux ont été utilisés pour la même fabrication des objets. La même technologie de production des lames est appliquée aux deux matériaux. Nous avons trouvé ni de grands nucléus, ni de produits de mésenforme. Cela signifie que les seuls produits finis des lames et des outils ont été importés jusqu'à la grotte. Ce sont des grandes lames comme ça. Il vient avec ces lames, il les utilise. Après, on va voir, ils vont les réutiliser. Les lames sont robustes, rectilignes et larges. Une différence importante par rapport aux fouilles anciennes. Nous avons découvert des lames entières sur notre fouille, tandis que la fouille précédente, elle a livré que des fragments. Et la carte nous montre que c'était un grand territoire parcouru. Même il y avait des petits matériaux du sud de la Bulgarie, mais c'est très petit. Donc. Oh, pardon, j'allais trop vite. Voilà. Donc, comme nous n'avons pas trouvé de nucléus correspondants aux lames, nous nous sommes tournés vers la grotte de Temnata Dubka, qui est à 130 km de l'est et qui a un niveau IOP épais de 1 mètre, avec des foyers pleins de vestiges lithiques et fauna. Donc, Temnata a livré cette couche riche et nous pouvons faire un rapprochement aux nucléus, comme ils étaient, des grands nucléus prismatiques, voilà, aussi des plus petits pour des nucléus burins comme ça. Et puis, on a les outils diagnostiques, c'est lames à pointer de l'ancien fouille, vous voyez, bien fragmentés. Certains, peut-être, ils étaient insérés. Et puis cassés, on a des cassures spécifiques comme ça. Et on a aussi des éclats un peu comme ça, des éclats à pointer, qui ressemblent beaucoup aux outils néandertaliens. Puis, on a des outils combinés comme ça, très retouchés, voilà, utilisés comme des grattoirs, comme des perçoirs, comme des burins après, voilà.
Là, vous voyez cette grosse lame très jolie qui est très voilà, compatible à ces nucléus-là. On a aussi des tout petits nucléus comme ça, des tronquets facettés, on les appelle. Ici, on a une lame à pointer qui a été retravaillée comme des burins. Et voilà, des outils avec des denticulés, des lames, des grattoirs qui rappellent les grattoirs urinatiens, mais on n'est pas du tout dans l'urinatien. Donc c'est juste que c'est une économie d'outils très optimisés, très retouchés. Puis qu'est-ce qu'il nous montre les études fonctionnelles faites par João Mareiros. Donc, ces grandes lames, ils étaient multifonctionnelles. Ils étaient utilisés sur des matériaux différents, sur des os, sur du bois, et, sur cuir et fourrure. Donc, bien utilisés. Et le premier Homo sapiens, Bachukiro, ils pratiquaient une gestion extrêmement économe de leurs outils. Ils les réaffûtaient, ils les redébitaient, les transformaient en nucléus, ils les réutilisaient. De nombreux artefacts montrent des cassures intentionnelles, cette adaptation qui consiste à retravailler les outils est liée à une grande mobilité. Elle permet d'économiser le silex importé du loin et d'optimiser les ressources. Vous voyez ici, c'est un coin qui a été utilisé de nombreuses fois et, pour fendre l'os ou le bois. Et d'autres lames, les plus grandes lames qui étaient fragmentées et puis utilisées comme des nucléus pour des plus petites lames et pour des lamelles. Et puis des petits éclats levallois qui ne résultent pas d'un vrai débitage levallois, mais qui justement ils sont à l'issue de ce redébitage et ce retravail des outils. Cette diapositive illustre comment les Homo sapiens optimisaient leurs ressources. Une grande lame pointue a été fragmentée et puis retravaillée et transformée en un nouveau type d'outils, des petits raclettes comme ça. Ça, c'est une reconstruction voilà, que j'ai fait, juste pour illustrer comment, qu'est-ce que c'est cette technologie à Bachukiro. Donc, c'est une véritable technologie mobile et multifonctionnelle. Il importait de nombreux animaux de taille moyenne à grande dans la grotte, y compris des carnivores, qu'il dépeçait dans la grotte avec très peu de silex. Pour compenser cette rareté, ils ont développé une industrie osseuse. Les outils en os étaient façonnés à l'aide des outils en silex. Enfin, on retrouve aussi des parures, des dents percées, d'os de caverne, des perles en pierre et certains types d'outils existent en os et en silex. On a aussi des grattoirs en os. Et ici, on voit les outils pour travailler les fourrures et la cuir. L'analyse fonctionnelle de ces outils en os a montré que ces outils étaient vraisemblablement liés à la création des vêtements pour un climat froid, comme on a vu, et comme les analyses isotopiques ont montré que l'homme moderne s'est dispersé dans des climats très très froids. Et maintenant, on passe au Bohunicien. Il est daté d'environ 48 à 40 000 ans. On le trouve en Moravie du Sud, République tchèque, à Kulichivka en Ukraine, un site isolé qui est à 1000 km de Moravie. Et c'est exactement la même technologie.
qu'on retrouve des éclats levallois issus d'un débitage prismatique de type paléolithique supérieur. Ce qui le rend vraiment le bourgognien, c'est cette technologie mixte. Il combine le débitage laminaire volumétrique pour produire à la fois des lames et des pointes allongées, typiquement les Valois. Aussi, vous voyez ici une lame appointée, comme à Bachukiro, à Temnata, on a des objets très semblants. En parallèle, avec des lames, produit des lames, et le premier objectif de ce débitage, c'était produire des pointes allongées, comme ça, les Valois. Donc, le IUP de Kolychivka est décrit comme une dérivée du site éponyme de Bohuniciens. Ils disent que c'est la même technologie. Les pointes du Kolychivka sont bien allongées et les datations récentes radiocarbone le place entre 44 et 42 et puis le niveau sous-jacent 39, 36, bon, toujours des datations à vérifier. Ça, c'est des contextes du plein air. Donc, une autre chose de bourgognien, on ne l'a jamais trouvé dans des grottes. On le trouve toujours en plein air. Donc, il n'y a pas des eaux conservées. Donc, le LRG et sa répartition, c'est le LRG avec les belles pointes bifaciales. Sa répartition géographique est assez vaste au sud d'Angleterre, en Belgique et aussi Allemagne centrale, et puis aussi en Pologne du Sud et la République tchèque. Cet ensemble est daté d'environ 45 à 36 000 ans. Il apparaît entre deux grands coups de froid, les événements Heinrich V et IV, mais aussi on a le LRG après la grosse éruption volcanique campanienne, donc c'est après 40 000 ans, on retrouve toujours de LRG. Sa technologie est typiquement IUP, débitage laminaire, nucléus volumétrique, mais avec une technique différente, c'est percussion tendre, tandis que les autres industries sont à la percussion dure. Voici le nucléus et les lames qui sont issues de ce type de débitage. Et, les produits diagnostiques, c'est des très jolies pièces bifaciales, sur de très grosses lames, au moins de 10 cm étaient les lames. Ce qui est remarquable, c'est que le LRG survit près de 5000 ans de plus que le bourgognien. C'est une des dernières industries IUP en Europe. Et ils ont aussi une gestion d'outils comme ça. Et ils réutilisent aussi les pointes bifaciales et ils font des nucléus pour des petites lamelles et des lames aussi. Voilà. Et maintenant, la synthèse. Faisons la synthèse. Nous avons les trois industries, bachukirien, bourgognien, LRG, trois facettes du IUP en Europe. D'abord, point commun. Premier point, la technologie. Toutes partagent un débitage laminaire prismatique. Elles produisent des grandes lames robustes et rectilignes, ainsi que les pointes allongées de type Levallois. Deuxième point, c'est la mobilité. Certains importent du silex sur de très longues distances, jusqu'à 200 km. C'est un signe de grande mobilité. Mais certains groupes utilisent aussi du silex local. Donc cette grande mobilité, c'est aussi lié à la dispersion de ces industries. Troisième point, c'est la gestion d'outils. Curation, comme on dit en anglais, mais je n'ai pas trouvé un bon terme en français. Cette gestion d'outils économes, elle est très forte à Bachukiro, ce que nous avons appelé la gestion optimisée d'outils, et le LRG montre aussi un tel point pour prolonger la vie d'outils. Maintenant, les différences. D'abord, les restes humains. À Bachukiro et à Aranis, nous avons trouvé des restes du Homo sapiens. Pour le bourgognien,
nous n'avons pas, car ce n'est pas préservé. Ensuite, les traits spécifiques, le bourguignon conserve des caractères lévallois plus marqués. Il est similaire à l'émirien, la phase d'émergence du IUP, tandis que le LRG développe des pointes bifaciales sur des lames très longues. Enfin, les éléments symboliques, le bachukirien possède une industrie osseuse et des parures sur dents et sur pierre. Le bourguignon n'a conservé ni os ni parures. Le LRG, lui, livre des coquilles percées en Moravie du Sud, mais c'est un résultat nouveau, je crois. Et ce sont les premiers ornements qu'on attache à la LRG, des ornements personnels de cette région. Notre conclusion est la suivante. Ces trois industries reposent sur une même base technique à IUP, mais chaque groupe a développé des adaptations locales originelles et seuls le bachukirien et le LRG sont directement attribués à Homo sapiens. Pour conclure, ces industries de transition ne sont pas des simples entremèdes techniques. Elles forment un IUP cohérent composé de sous-unités culturelles régionales. Les premières vagues de peuplement de l'Europe continentale par Homo sapiens se caractérisent par une grande mobilité, une résilience technique et une adaptation à un climat très froid. Elle apparaît autour de Heinrich V et elle disparaît juste avant la grande rupture causée par l'éruption campanienne. Les 2-3 autres sites qui sont datés après 40 000, c'est à réévaluer aussi. Et reste de grandes questions. Ces deux migrations étaient-elles vraiment séparées ou car leur chronologie se chevauche ou est-ce qu'il y a eu des contacts entre les deux vagues? Comment les Néandertaliens locaux ont-ils interagi avec les premiers hommes modernes IUP? Trouvera-t-on un jour des preuves directes de ces rencontres, cultures hybrides, sites partagés, de l'Aden ancien? Et voilà, je vous remercie de votre attention.